Le problème, c'est comment arriver à forger les instruments permanents de la démocratie dans cette situation transitionnelle. Et nos amis tunisiens, je pense à eux en particulier, compte de très très bons juristes, sont très à l'œuvre là-dessus. J'ai attiré leur attention sur la nécessité d'aller vite, car des pouvoirs comme ceux qui s'exercent aujourd'hui en Tunisie, leur légitimité ne provient que de leur finalité. C'est parce qu'ils sont là pour instaurer la démocratie qu'ils sont légitimes. Donc ils doivent respecter les libertés démocratiques. Mais en même temps, ils ont intérêt, et le peuple tunisien encore plus, à ce que cette situation de transition s'efface. Et le seul souverain étant le peuple tunisien, j'aurais souhaité que les élections se tiennent le plus vite possible. Pour des raisons tout à fait concevables, organisation des élections, indiscutabilité des opérations, on a décidé qu'elles auraient lieu plus tard, mais il est temps que la parole, cette fois-ci, selon la procédure de la démocratie, c'est-à-dire les élections, soit donnée au peuple tunisien. Il doit, sur un point, nous inciter à être encore plus attentifs aux courants qui traversent la société civile, courants qui sont porteurs d'avenir. La leçon diplomatique du printemps arabe, c'est le fait qu'il ne suffit pas de considérer les pouvoirs en place, il faut considérer le peuple lui-même, la nation, son avenir, ses besoins. Et à cet égard, et c'est la différence avec la réelle politique, ne pas hésiter à, autant qu'on le peut, non pas intervenir, ce serait, le terme est tout à fait excessif, mais à dire son sentiment. Moi, j'ai jamais hésité, je pense en particulier à la Tunisie, à dire voilà ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas juste. C'est à vous de le faire, mais c'est à nous de le remarquer, par conséquent de vous le dire, sinon à quoi sert l'amitié? Ce qui fait l'objet d'interrogations, mais à mon avis très facile d'apporter une réponse à ces questions, c'est l'aspect culturel de l'expression des droits de l'homme. Je prends un exemple, la liberté d'expression, liberté fondamentale, très fortement défendue notamment par la Cour européenne des droits de l'homme. La liberté d'expression, indiscutablement, fait partie des droits fondamentaux. Je dirais partout. Alors, s'oppose une question dialectique. Est-ce que, on l'a vu à propos des caricatures du prophète Mahomet, est-ce que ce qui, au Danemark, est considéré comme parfaitement l'expression d'une liberté fondamentale, c'est-à-dire le droit même de tourner en dérision, d'une certaine manière, un personnage sacré ailleurs, est-ce que ce sera reconnu ailleurs? La réponse sera précisément non, là où on considère qu'il y a personnage sacré. Alors là, vous avez, je dirais, un affrontement, une divergence culturelle. Mais si vous voulez regarder les choses clairement, on ne peut pas mettre en cause la liberté du tout d'opinion. Donc elle s'exprime là où elle est reconnue, là où elle s'exprime. Pas demander aux Danois de se censurer parce qu'ailleurs, on considère que c'est un outrage. En revanche, que les Danois comprennent que pour d'autres, c'est considéré comme un sacrilège. Il demeure que la liberté d'expression est fondamentale et que ce sont là des situations qui sont créées, je dirais, non pas artificiellement, mais artistiquement, à propos d'une caricature, à propos d'une phrase. Ce n'est pas le cœur des choses quand on parle liberté d'expression, c'est pourquoi je dis fondamentale, ça veut dire liberté de la presse, ça veut dire liberté des médias, ça veut dire garantie des droits des journalistes, garantie de leur personne, diversité et pluralisme des expressions, c'est cela. Vous voyez, alors les passions naissent à propos
d'un incident, ça n'en met pas en cause l'ensemble, tant s'en faut. Alors c'est une liberté fondamentale. Vous savez, l'universalisme des droits de l'homme, il y a au cœur de l'universalisme cette idée sur laquelle repose toute notre civilisation, qui est que je dois respecter chez l'autre les droits que je revendique pour moi. C'est ce rapport à l'autre qui engendre et qui est la source de l'universalisme. C'est parce que les droits sont universels que lui doit en jouir comme moi. Si l'on n'accepte pas ce principe-là, il n'y a pas de place pour une société respectueuse des droits de l'homme, c'est-à-dire tout simplement une société humaine. Je trouve que les champions des droits de l'homme ne peuvent pas rester insensibles, qu'on ne comprendrait pas pourquoi est-ce que, à juste titre, l'on a cessé d'appeler à la fin du régime de Kadhafi et que l'on est, je ne dis pas complaisant, mais quand même internationalement aussi empêtré s'agissant de la Syrie. Le gouvernement français, à cet égard, a pris des positions que j'approuve, mais la communauté internationale, si on peut en parler, n'est pas à l'unisson. Et on ne peut que le regretter. N'oubliez pas que là, les morts se chiffrent par milliers, bientôt dizaines de milliers. Donc nous sommes dans une situation où non seulement la vigilance, mais l'action s'impose.